Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, notre invité politique est Victor Bonin. Il est responsable des Jeunes Républicains d'Ille-et-Vilaine et il a fait le chemin depuis Rennes. Et Dieu sait si c'est compliqué avec les embouteillages jusqu'à nous, jusqu'au studio de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Merci beaucoup et pour votre invitation. Il est lundi matin. Voilà, c'est lundi matin. Victor Bonin, vous êtes soutien de Bruno Retailleau. On a compris qu'il y allait avoir des élections chez LR. Élections qui s'annoncent, on nous dit, assez serrées. Il y a beaucoup de monde sur les rangs. Est-ce que ça peut être un grand changement, un grand tournant pour les Républicains ? Il faut que ça le soit. On n'a plus le choix. Pas après avoir fait 4,8% à la présidentielle. Pas après avoir fait le pire score en termes de députés. Si on ne change pas, on mourra. Et je dis pas ça d'un point de vue dramatique. Bruno Retailleau aime bien citer Paul Valéry en parlant des civilisations qui meurent, qui peuvent être mortelles, et donc les partis. Mais je pense qu'il a raison. On n'est à l'abri de rien du tout. Et derrière, plus qu'un parti qui mourrait, c'est aussi demain l'alternance à Emmanuel Macron qui s'effondrerait. Qui demain pour reprendre le pouvoir à Emmanuel Macron ? Est-ce que la NUPES en est capable? Non, je ne pense pas. C'est un rassemblement hétéroclite de gens qui ne pensent en réalité rien en commun que le fait de vouloir avoir le pouvoir. Le Rassemblement national, il a évolué depuis des années, certes, mais on sent que chez les Français, c'est toujours un repoussoir. Donc, on veut une alternative forte, claire, à Emmanuel Macron. Et je pense que la droite peut l'incarner. Mais il va falloir qu'elle fasse un énorme travail sur elle-même. Et ça, c'est l'occasion de la dernière chance pour le faire. Sinon, on disparaîtra. Il y a ces appels du pied précisément du Rassemblement national qui va aussi d'ailleurs voter pour un nouveau président a priori. Est-ce que ça vous inquiète justement ces élus de droite ou en tout cas ces sympathisants de droite qui seraient tentés par franchir le pas? Alors, s'ils sont tentés pour franchir le pas, c'est que notre ligne politique n'a pas été assez claire depuis des années. Si on se sent aujourd'hui plus proche des idées du Rassemblement national, c'est aussi parce que chez nous, nous avons fait un certain nombre de compromissions. Moi, je suis fier de soutenir un candidat, Bruno Retailleau, qui en 2005 a voté non au traité de Lisbonne. Moi, je suis fier de soutenir un candidat, Bruno Retailleau, qui, au moment du mariage pour tous, au moment de certaines avancées, prétendues avancées sociétales, s'y opposait au nom du droit à la famille, du droit à l'enfant. Moi, je suis fier de soutenir un candidat comme Bruno Retailleau qui n'a jamais renié ses convictions, qui est toujours resté ferme et fidèle. Et c'est important. Et les Français, même quand ils ne partagent pas les convictions de Bruno Retailleau, ils se disent, bah, lui au moins, il a une colonne vertébrale, il a une droiture. Et je pense que c'est ça qui, un, fera revenir les Français à la politique, et deux, fera revenir les Français vers la droite. Alors, c'est justement la question que j'allais vous poser aujourd'hui. Les Français se sont, on va dire, éloignés, pour ne pas dire, se sont détournés de la politique. Les plus jeunes d'entre eux qui s'investissent dans beaucoup de causes, pour le climat, pour plein de choses, mais qui ont une forme de défiance vis-à-vis de la chose politique. Est-ce qu'il y a besoin de mettre un peu d'ordre dans tout ça pour que les Français, les Françaises aient envie de revenir, envie de regoûter à la politique, si j'ose dire? Alors déjà, il faut que la politique, elle soit en phase avec son époque. La politique, c'est la vie de la cité. Si la politique ne correspond plus aux attentes des citoyens et qu'il y a un décalage, c'est qu'il y a un problème. Je reprends l'exemple. Bruno Retailleau, il a écrit un livre, l'hiver dernier, justement. Aurons-nous encore de la lumière l'hiver prochain? Un livre qui semble aujourd'hui très prémonitoire. Dans ce livre-là, il parle d'écologie, qui est un sujet majeur. On dit souvent pour la jeunesse, mais en réalité pour tout le monde. Les degrés supplémentaires, c'est toute la population qui va les subir. Aujourd'hui, on voit bien dans les zones rurales, les faibles pluies, ça a un impact concret sur la biodiversité et sur l'activité des agriculteurs. Et donc, avoir un discours politique qui est en phase avec les problématiques du moment, oui, aujourd'hui, ça peut parler aux jeunes. Vous l'avez très bien dit, les jeunes, ils s'engagent. Aujourd'hui, il n'y a pas une crise de l'engagement. Il y a une crise du politique chez les jeunes. Les jeunes, ils sont dans les associations. Ils étaient à la marche pour le climat. Ils sont dans les marches sociétales. Ils sont dans les marches parfois même conservatrices. Donc, la jeunesse, elle s'engage. Simplement, elle ne s'engage pas en politique parce qu'elle pense que la politique, elle est devenue impuissante.
Et ça, c'est parce qu'on a dévitalisé aussi le rôle du politique. Quand on enlève le pouvoir au politique et qu'on le donne aux mains des technocrates, il ne faut pas s'étonner que derrière, les Français, ils vont plus voter ou ils n'y croient plus. Il faut que le politique se réinvestisse. Je vais prendre 2 exemples très rapides. Quand le pouvoir part à l'Union européenne, eh bien les Français n'y croient plus. Quand en 2005, ils disent non et que derrière, on fait l'Europe contre l'avis du peuple, eh bien, c'est une perte de confiance. Ou sinon, quand le pouvoir se dissout, quand on fait des conventions pour le climat, des machins, mais les Français, déjà, s'ils avaient des élus qui respectaient leurs engagements, qui les écoutaient, et qui étaient de vrais relais, de vrais porte-parole, ils auraient confiance et ils iraient voter. On n'aurait pas les taux d'abstention qu'on a, surtout chez les jeunes. Alors, moi de machin, si vous me permettez, vous avez employé le terme qui était cher à un certain général de Gaulle. Moi de machin, plus de concret finalement. Mais en fait, on est dans une espèce d'entre-deux. C'est un peu à l'image du macronisme actuellement. On essaye de tout faire, mais on fait rien. On est dans le règne de l'absolu pragmatisme, et donc on a perdu toute boussole, toute vision, toute idéologie, parce qu'on ne veut parler qu'avec le réel et le concret. Mais en même temps, on fuit ce réel et ce concret, par idéologie. Je vais m'expliquer. L'insécurité. Si on était très lucide et très concret et très pragmatique, eh bien l'insécurité, il y a un certain nombre des propositions que font les Républicains qu'on appliquerait de suite. Parce que l'augmentation des taux d'homicide, il est concret, il est réel. La hausse de l'insécurité dans les transports en commun, notamment pour les jeunes femmes, elle est concrète, elle est réelle. Donc, face à ces réalités qui est dures, il faut des solutions efficaces et fortes. C'est les peines planchées, par exemple. C'est l'augmentation des places de prison. C'est une chaîne pénale plus efficace. Donc ça, c'est du pragmatisme et du réalisme. Mais à un moment, l'idéologie, la vision, le sens de l'État doit guider un homme politique. C'est ce qui faisait la force du général de Gaulle. C'est qu'il avait une vision pour le pays, non pas dans 2 ou 3 ans, mais pour 50 ans. Il disait, je veux emmener la France ici. Et soit la France demain, elle retrouve cette vision, cette ambition de grandeur pour exister dans un monde qui va devenir tellement compliqué. Soit elle disparaîtra. Et c'est pas mon ambition pour mon pays. Et je pense que quand on a 20 ans, on ne peut pas s'engager pour que notre pays sorte du concert des nations. Alors justement, les ambitions, ou en tout cas les visions à long terme aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui est décrié. On dit voilà, il n'y a plus, vous le dites vous-même, de vision à long terme. Il faut reconnaître que depuis quelques années, on a subi pas mal de crises. Est-ce que vous estimez que Emmanuel Macron n'a pas démérité, par exemple, sur ces crises, ou est-ce qu'il a navigué à vue? Alors, Emmanuel Macron, il n'a pas gouverné. Il a fait des ajustements techniques court-termistes. La crise énergétique qu'on est en train de vivre. Mais j'ai vu, ça m'a fait beaucoup rire, mais rire de manière assez cynique, parce que derrière, la situation, elle est dramatique. Édouard Philippe, si j'avais pu ne pas fermer Fessenheim, peut-être que je... Mais les experts le disaient à l'époque. Fessenheim était viable. On sait tous que Fessenheim, la fermeture de Fessenheim, c'est François Hollande en 2012 qui fait un cadeau politique au vert, qui sacrifie... C'est du dogmatisme finalement. Et bien sûr, ces gens-là n'ont aucune vision et vendent les intérêts de la France pour des calculs politiques cyniques. 2012, François Hollande. 2017, Emmanuel Macron qui confirme cette fermeture. Derrière, c'est 2 réacteurs en moins. Édouard Philippe, il nous dit « Ah, je ne sais pas si ça changerait quelque chose. » Mais bien sûr que si. 2 réacteurs aujourd'hui qui ferment, c'est énorme. Donc, oui, aujourd'hui, je pense que Emmanuel Macron n'a pas bien géré la crise. C'est pour ça que je pense qu'on doit le remplacer. Après, la crise que les gens ont en tête, c'est avec l'Ukraine. Moi, je ne serais pas dans la polémique. Aujourd'hui, lorsqu'on a une crise internationale, c'est ça l'ADN du gaullisme, c'est qu'on est derrière le chef de l'État, même quand on ne partage pas ses opinions. Il y en a certaines personnes qui ont des propos vis-à-vis de la Russie. Je pense une partie de la droite radicale, on sait leur lien avec la Russie. Moi, je ne pense pas que ça soit la bonne position. Mais l'extrême gauche, c'est pareil. Jean-Luc Mélenchon, entre le régime chinois et le régime russe, on ne sait plus dans quelle auberge il habite. Alors, on a justement ce contexte aujourd'hui. On a vu d'ailleurs, à propos de, puisque vous parliez des centrales nucléaires, on a vu Emmanuel Macron tenser le président d'EDF en disant voilà, on n'a pas su faire, on n'a pas... Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas à un moment, que vous parliez tout à l'heure du président de la République et le chef, finalement, est-ce qu'il ne faut pas donner les grandes directives justement sur ces grands sujets que sont l'énergie, que sont la santé, que sont ces sujets qui nous préoccupent en ce moment
et aussi, on va en parler, du pouvoir d'achat avec aujourd'hui le quoi qu'il en coûte, et puis les aides. Est-ce que tout ça est suffisant? Est-ce qu'il faut avoir une plus grande stabilité? Est-ce qu'il faut faire de plus grandes réformes? On va en reparler aussi de la réforme Moi, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord avec cette idée qu'on ne peut rien résoudre en faisant une politique du court terme. Vous avez évoqué l'échec. C'est bien de mettre un pansement, mais quand le bras il est en situation d'être amputé, on résoudra rien du tout. Donc, mais pour ça, il faut une vision. Il faut savoir où est-ce qu'on va dans 50 ans. Encore une fois. Et aujourd'hui, la classe politique en est grandement dépourvue. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je soutiens Bruno Retailleau? C'est parce que j'ai vu en lui, comme je voyais dans Michel Barnier, le candidat à la primaire, des hommes d'État que j'avais soutenu. En parler ici, hein. Mais pour moi, ce sont des gens qui ont une vision pour le pays, qui ont une ambition, qui se disent je n'ai pas pour objectif d'être simplement élu, et c'est-à-dire donc d'être dans un peu le populisme, je promets ce que mes électeurs veulent. Non, parce que j'aime foncièrement mon pays, je me dois de proposer des solutions aux crises qu'il traverse. Des fois, alors je mets les guillemets qui s'imposent, mais décevoir les électeurs en disant voilà, j'ai une vision, ça ne sera pas forcément celle que vous imaginez. Alors, il faut déjà consulter les électeurs. Titre très partisan, mais nous, c'est ce que propose Bruno Retailleau dans le cadre de notre campagne. C'est de revenir vers les électeurs. Trop souvent, on a fait un parti sans les électeurs, sans leurs idées, sans eux, et on ne peut pas vivre. Aujourd'hui, les militants que nous sommes, ce sont le cœur des Républicains. À l'époque, on était un grand parti. On avait plusieurs centaines de milliers d'adhérents. Aujourd'hui, on est à peine à 50 000. Et on se dit, eh bien, on va retourner voir ces adhérents. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent pour le pays? Et pour revenir sur votre question, ces adhérents-là, une fois que leur avis a été exprimé, qu'on l'a entendu, qu'ils ont pu clairement dire ce qu'ils pensaient, le chef, il est aussi là pour trancher. Et quand parfois il faut assumer les décisions politiques difficiles, il doit le faire. Vous parliez de M. Lévy tout à l'heure. C'est inadmissible ce qui s'est passé. M. Macron s'est défaussé sur quelqu'un qui était là pour appliquer les directives de l'État. Et bien l'État, s'il n'a pas été clair dans ses directives, c'est pas aux exécutants d'en assumer la responsabilité, mais aux commanditaires, c'est-à-dire le président de la République ou la tête de l'État, l'exécutif. Il faut un exécutif responsable. On parle, alors on l'entend beaucoup du côté de la NUPES, de remettre plus d'État dans les grandes entreprises, voilà, pourquoi peut-être pas nationaliser, hein. Le mot n'a pas été lâché, mais enfin il est un petit peu sous-jacent, et puis de taxer les super profits, voilà, on a deux propositions, là. Comment se situerait LR sur ces propositions? Alors, déjà, pour moi il y a deux choses. J'ai une position plutôt personnelle que je vais exprimer ici, c'est-à-dire que oui, les super profits, ça existe. Oui, les gens qui s'en mettent plein les poches, ça existe. Oui, les profiteurs de crise, ça existe. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Michel-Édouard Leclerc sur BFM TV. Il y a des gens qui spéculent sur la crise que vivent les Français. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui chez les Français? Un sentiment de justice, que ceux d'en haut sont aussi bien traités que ceux d'en bas, qu'il n'y a pas un écart démesuré. Et peut-être que oui, il va falloir qu'on mette en place des outils de justice sociale. Il y a des Français qui en ont marre de payer. L'artisan qui est accablé d'impôts parce qu'il a créé une petite société, il en a marre de payer pour des dividendes extraordinaires. C'était sur BFM TV, BFM Business, ils annonçaient les records profits d'une dizaine d'entreprises du CAC 40. Mais c'est délirant, c'est délirant. Et aujourd'hui, il y a des Français qui voient quasiment leur plein doubler. Ce ne sont plus finalement des entreprises champions, comme on pouvait le dire à une époque, ce sont des entreprises uniquement basées sur le profit. Mais bien sûr, l'État à l'époque, ces grands fleurons qui faisaient la fierté de la France. Parce que derrière, qu'est-ce que c'était le gaullisme? C'était la participation. C'était le fait que le salarié bénéficie directement des gains de son entreprise. Là, aujourd'hui, on est dans un système du capitalisme sauvage et débridé où on veut faire du profit pour les actionnaires. Mais une entreprise de 2000 salariés et qui a 5 actionnaires, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas que les 2000 salariés y touchent aussi? C'est eux qui travaillent. Il faut remettre du sens. Ne pas déconnecter la valeur travail du résultat. Ce que disait le marxisme finalement, c'était que l'espèce d'alignation de l'ouvrier, c'est qu'il ne voit pas le résultat de son produit. Eh bien, il faut remettre du concret, relier l'ouvrier à l'entreprise, recréer un vrai lien. Et c'est pour ça que oui, l'État, il doit plus intervenir. Les grands champions de la dérégulation, Emmanuel Macron avec Alstom et General Electric, ces gens-là, aujourd'hui, sont coupables d'avoir bradé notre industrie,
d'avoir précarisé nos ouvriers et derrière d'avoir affaibli l'indépendance de la France. Alors, la France aujourd'hui, elle peine. Alors, on parlait d'énergie tout à l'heure. On va y rester. C'est la préoccupation du moment, hein. Bien sûr. On est inquiet avec ces coupures possibles. La première ministre Elisabeth Borne l'a dit. D'ailleurs, il se peut que cet hiver, tout le monde n'ait pas d'électricité à intenter. C'est risible. Hein. C'est le tiers-monde. C'est-à-dire que la France nous dit peut-être qu'on va avoir des pannes d'électricité. Dans les années 70, quand on fait le programme nucléaire, quand Pierre Messmer fait le programme nucléaire, c'est justement pour éviter ça. Et à l'époque, on est les fleurons en Europe. Et on se dit, ah, on s'est éloigné d'une dépendance. On s'est éloigné d'une intermittence de l'énergie. Là, aujourd'hui, en 2022, la France nous dit, on aura peut-être des pannes d'électricité. C'est accablant. Et je pense que c'est le meilleur exemple de l'échec d'Emmanuel Macron. Alors on a souvent des auditeurs qui nous sollicitent pour poser des questions aux invités politiques ou qui ont une réflexion. Alors beaucoup nous ont dit, oui vous savez, on nous demande d'économiser, on nous demande d'isoler notre logement, d'avoir des gestes pour la planète, d'éteindre ce qui n'est pas utile. Mais quand on aura fait tout ça, est-ce que si l'énergie continue d'augmenter, on pourra finalement un jour ou l'autre continuer à se chauffer, continuer à avoir de l'électricité pour lire, pour avoir de l'électricité pour regarder la télévision, écouter la radio, c'est important. Est-ce qu'on aura encore cette possibilité-là? Il y a une peur, il y a une crainte. Mais c'est sûr qu'il y a le fait de se dire que l'énergie n'est pas le seul poste de dépense obligatoire dans un foyer. Donc on peut avoir les moyens de subvenir à l'énergie, mais ça nous ampute sur d'autres sujets. Aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent entre remplir le frigo ou faire un plein d'essence. C'est ça concrètement la réalité. Et c'est une angoisse pour des millions de Français. Moi je veux bien, je me souviens de la période des Gilets jaunes, je veux bien qu'on ait cette posture punitive vis-à-vis des classes populaires et des classes moyennes sur l'essence. Mais concrètement, il y a des gens qui n'ont pas le choix de faire les 50 km entre leur domicile et leur travail. Qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là? On leur dit non mais vous allez payer la transition écologique sur votre dos. Quand on sait derrière qu'il y a des entreprises qui ne respectent même pas les normes sociales et environnementales. Donc la transition écologique, elle doit aussi être sociale et solidaire. Elle ne peut pas se faire sur le dos des plus pauvres. Donc moi, je dis à ces gens-là qu'il va falloir qu'on trouve des... Il faut admettre le grand changement qu'est la transition écologique. Mais jamais je ne me résoudrai à faire de l'écologie sur le dos des plus précaires. Alors les plus précaires aussi qui ont besoin de leur voiture, on leur dit il va falloir abandonner les énergies fossiles, à savoir l'essence, le gasoil, le diesel, pour passer à l'électrique. Mais ça coûte très cher une voiture électrique. Mais un, ça coûte très cher. Et deux, l'électricité, elle ne vient pas comme ça. Il faut la produire, l'électricité. Comment on la produit aujourd'hui? Et on revient au même problème. Et on revient au problème de l'énergie qui était le problème central. Et donc le gouvernement n'a pas pris en compte cette mesure-là, que l'électrification de nos besoins va augmenter la demande en électricité, mais derrière on nous dit le renouvelable, Oui, mais l'intermittence du renouvelable fait que ce n'est pas sûr du tout. Moi je veux bien, l'Allemagne c'est sûr qu'il n'y a plus de nucléaire, mais derrière il y a du charbon. Et aujourd'hui on le voit bien en France, on réouvre des centrales à charbon parce que notre nucléaire n'a pas été assez développé. Et donc oui, demain pour votre voiture électrique, peut-être que c'est... pour moi c'est incertain, c'est incertain. Alors on a également ce problème de pouvoir d'achat qui est lié aussi à ces problèmes d'augmentation des charges. Problème de pouvoir d'achat lié évidemment à cette crise économique qui arrive, qui se surajoute à une crise sanitaire dont on n'est pas sorti et à la crise de la guerre en Ukraine. On a beaucoup parlé sur cette antenne la semaine dernière et je vous pose également la question, est-ce que là aussi il faut une vision à long terme? Est-ce qu'il faut un petit peu écarter l'actualité pour dire on a besoin de réfléchir et de faire dans le pérenne des choses qui pourraient éventuellement aider les Français? Alors oui, le temps long c'est très important. Ne pas subir, ne pas se résoudre aux diktats médiatiques de l'immédiateté. Jamais. Parce que on n'est pas élu pour ça et on n'est pas un bon gouvernant quand on fait ça. Il faut abandonner un petit peu les réseaux et les tweets. Mais non, mais qui vous élit? Les gens sur Twitter ou l'habitant de votre circonscription? Moi, je veux bien que vous faites un mauvais tweet, ça monte un petit peu sur les réseaux. Mais concrètement, quelle importance ça a sur le quotidien des Français? La réputation que vous pouvez avoir sur Twitter, en réalité, si vous êtes un bon gouvernant, on n'en a rien à faire. Moi, je prends l'exemple de gens comme Marc Le Fur, qui sont triomphalement réélus dans leur circonscription. Mais c'est pas par rapport au nombre de tweets qu'ils font, c'est parce que ce sont des députés bosseurs, de terrain,
proches de leur circonscription, à l'écoute de leurs habitants et en phase avec leurs attentes. Ça, c'est un bon dirigeant. Et pourtant, Marc Le Fur est souvent décrié. On pense à la question agricole. Voilà, on entend souvent des critiques, même au-delà de Twitter. Ah mais, aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, c'est quand même quelqu'un qui a été plébiscité. Moi, je vois dans les candidats de droite, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est capable de susciter une capacité de mobilisation incroyable. Il remplit des hippodromes pour ses campagnes. Donc, moi, je suis admiratif devant ça. Mais aujourd'hui, on le voit très bien que les électeurs ne s'y trompent pas. Il y a une prime au panache. Il y a une prime à l'élu de conviction. Pourquoi est-ce que Bruno Retailleau, aujourd'hui, il a toujours été réélu triomphalement? Parce que c'est un élu dans son territoire qui est plébiscité, qui a été visionnaire sur un certain nombre de sujets, sur les retenues d'eau. Aujourd'hui, en Espagne, il y a un système, pour faire très bref, qui permet de retenir l'eau des pluies pour pouvoir irriguer les surfaces agricoles quand il y a des périodes de forte sécheresse. Eh bien ça, c'est peu développé en France. En Vendée, on l'a fait. Les élus locaux, il est à leurs écoutes. Les militants savent qu'il a toujours été à leur côté, que c'est un cadre qui a été fidèle et proche d'eux. Et donc, les électeurs jamais ne s'y tromperont. Et je dis aux gens qui seraient tentés dans notre parti de se fourvoyer, de penser que les convictions, elles peuvent se brader, de penser que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'honneur à aller à La République En Marche ou au Rassemblement National. C'est dans les temps difficiles qu'on voit les bons capitaines. Et moi, je suis fier aujourd'hui de soutenir Bruno Retailleau parce que dans les temps difficiles, il est resté droit. Et je pense que demain, ce sera un bon capitaine. Alors, vous disiez, Victor Bonin, en commençant, il nous reste encore quelques minutes, que bien ça a tangué quand même fort, et ça tangue toujours chez LR, chez les Républicains. Comment existe entre deux oppositions importantes, hein, on pense, vous l'avez dit, hein, au Rassemblement National d'un côté et à la NUPES de l'autre. Comment exister entre ces deux forces? Et j'y ajouterai évidemment Renaissance, maintenant le parti de la majorité présidentielle. Comment arriver à exister et comment, allez, j'allais dire, faire sa place d'opposition? Mais en étant connecté au réel, au terrain. Qu'est-ce qui fait la force de tous nos députés sortants? C'est qu'ils sont connectés au réel. Qu'ils ont un lien direct avec les habitants de leur circonscription. Nous, on va être le parti du concret, de la réalité. Moi, j'habite pas très loin de Nantes. L'insécurité, elle est grandissante. Il n'y a que la maire de Nantes pour pas l'avoir. Et pour pas affronter cette réalité-là et lutter contre. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on propose concrètement? Eh bien, c'est une vraie politique de sûreté dans les villes. Qu'est-ce qu'on propose, par exemple, face à l'Europe? Une Europe technocratique, bureaucrate. Eh bien, on nous dit il faut refaire l'Europe des grands projets, l'Europe qui respecte les peuples, l'Europe de la souveraineté. Un autre sujet, je prends l'exemple du pouvoir d'achat. On peut se satisfaire d'un chèque, mais la politique du chèque, elle va nous mener à l'échec, si vous me permettez. Et c'est-à-dire qu'on n'aura pas de vision de long terme, on ne peut pas les financer, on a déjà une dette publique qui est énorme et insoutenable, et demain, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? Un chèque ou un emploi? Eh bien nous, on va être le parti du retour au plein emploi. Mais moi, je me qualifierai jamais par opposition à. Je me positionnerai par rapport à ce qu'attendent les Français. Et les Français, en réalité, ils s'en fichent de savoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen, les gens... non, ils veulent qu'on réponde à leurs besoins. Et donc, on revienne leur parler. Et c'est ce qu'on va faire avec Bruno Retailleau. Un dernier mot. Aujourd'hui, c'est la décentralisation qui est un peu sur toutes les lèvres. On parle même d'autonomie, nous, ici, pour la Bretagne. Est-ce qu'il va falloir aussi donner plus de pouvoirs locaux? Alors, on peut penser aux régions, aux départements. Alors, moi, je pense que c'est important, mais que ce n'est pas non plus une fin en soi. Il y a beaucoup de nos problèmes, beaucoup de nos faiblesses qui ne sont pas liées à une ultra-centralisation, mais sur le fait que nos dirigeants soient des gens dépourvus de vision et déconnectés. Mais demain, le bon gouvernant, il remplit et il remplace un certain nombre de défauts existants. Mais oui, il faut plus de confiance envers les élus locaux. Pourquoi est-ce que le seul scrutin où les Français se mobilisent encore, ce sont les élections municipales? Parce qu'ils voient leurs élus locaux. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est une absurdité d'annuler le cumul des mandats entre députés et élus de terrain. Parce que ça permettait d'avoir un vrai lien avec la circonscription et le territoire. Donc oui, moi, il faut faire confiance au territoire, il y a beaucoup de ressources, et c'est pour ça, notamment au niveau des régions, je suis favorable à plus de décentralisation et plus de compétences, parce que c'est au plus proche des habitants qu'on fait les bonnes politiques.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Victor Bonin. Je rappelle Merci. que vous êtes responsable des Jeunes Républicains d'Ille-et-Vilaine et vous étiez en direct avec nous sur Bretagne 5 de bon matin et malgré les embouteillages. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, très bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.